sur Public Sénat, merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, notamment pour analyser et questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Dans le grand débat, nous reviendrons sur l'événement du jour au Sénat. Ce sont les 3 auditions de la commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. 3 nouvelles auditions après les propos alarmants d'une chercheuse jeudi au Sénat, dont celle d'Agnès Buzyn. L'exécutif a-t-il voulu rassurer au détriment de la vérité? Hashtag ALPL pour réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons également, et comme tous les jours, en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Ce sera à votre micro, Fanny Conquis. Oui, nous serons notamment avec Mathieu Darnaud. Il est sénateur de l'Ardèche. Vous le savez, le séisme d'hier a frappé son département. Alors quel risque pour les centrales nucléaires de la zone? Quelles conséquences en tirer? On en parle avec lui. À tout à l'heure, Fanny. Avant tout cela, notre match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Yannick Halimi et Patrick Appelmüller. On va revenir sur la manif de dimanche contre l'islamophobie. Elle a suscité de très vives réactions au Sénat, notamment à cause de la participation d'Esther Benbassa et à cause de cette photo avec une petite fille portant une étoile jaune. Avant d'en parler avec nos invités, les faits et les réactions, c'est avec Jonathan Dupriez. Ce cliché a suscité une très vive polémique. La sénatrice écologiste Esther Benbassa entourée d'un groupe de manifestants, dont une petite fille arborant une étoile jaune. Le signe distinctif instauré par le régime nazi pour stigmatiser les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Taxée d'antisémitisme depuis 3 jours, la sénatrice balaie fermement ces accusations. Je suis historienne des Juifs. J'ai enseigné pendant des années à la Sorbonne. J'avais une chaire d'histoire du judaïsme jusqu'à septembre l'année dernière. J'ai écrit une 30aine de livres. Je sais ce qu'est l'antisémitisme et je n'ai pas de leçons à prendre. On a mis ça en épingle pour salir cette manifestation qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. De son côté, la droite sénatoriale s'indigne de l'emploi d'un symbole historique si durement connoté. Certains dénoncent une réappropriation abjecte de l'histoire des Juifs pendant la guerre, au profit des musulmans dans la société française d'aujourd'hui, une situation en rien comparable. Il n'y a pas de mots. Enfin, je pense que ceux qui ont utilisé ce symbole l'ont fait en toute connaissance de cause. Et je ne peux que regretter qu'Esther Benbassa dise ne pas comprendre ce que cela exprime. Voilà. Moi, ça me semble absolument abject. Tout aussi choqués par l'étoile jaune, certains cadres socialistes au Sénat se félicitent toutefois de ne pas s'être associés à la marche du 10 novembre, craignant une dérive communautariste. Cette photo est assez insupportable, non pas parce qu'il y aurait la présence de Mme Benbassa, qui, je dirais, doit assumer sa présence, et d'ailleurs elle l'assume très, très directement et sans regret potentiel, si j'ai bien compris. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis très heureux en tant que socialiste de ne pas avoir participé à cette manifestation, qui certes s'est bien déroulée en termes de calme, mais qui portait des messages qui, à mon avis, sont des messages de fracturation de notre société. Cette manifestation contre la stigmatisation des musulmans a rassemblé 13 500 personnes dans la capitale, à l'initiative d'associations et de plusieurs personnalités politiques de gauche. Allons plus loin dans le match des idées. Avec nous ce soir, Yannick Halimi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Et Patrick Appelmüller, bienvenue à vous également, directeur de la rédaction de l'Humanité. On entend beaucoup de réactions choquées de sénateurs, notamment par la participation d'Esther Benbassa. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Appelmüller? D'abord, je suis surpris que tous ces gens s'expriment volontiers sur un épiphénomène dans la manifestation et ne se soient pas retrouvés pour se mobiliser contre le racisme. Moi, j'ai l'habitude de manifester dans toutes les manifestations contre l'antisémitisme. Je n'ai jamais, et pourtant du côté du Bétard ou de la Ligue de défense juive, on peut trouver et des slogans et des comportements qui sont plus que contestables. Je n'ai jamais trouvé de raison de ne pas m'associer à une manifestation contre la stigmatisation et le racisme. Et je trouve qu'il y a dans le bouillonnement ou dans l'écume qui se dégage autour de ça, à la fois dans les médias, qui portent une responsabilité assez lourde. Après, pour certaines, avoir fait la promotion de M. Zemmour, de Mme Graziani, de spécialistes du racisme et de l'antisémitisme. Je trouve surprenant qu'ils regardent ça et qu'ils ne regardent pas le fait que ces gens ont massivement chanté la Marseillaise, porté des drapeaux français. Et effectivement, par rapport à votre reportage, ce n'est pas une étoile juive qui porte avec... c'est une étoile jaune qui fait partie des 5 piliers de l'islam et qui porte effectivement
effectivement la mention musulmane, comme c'était sur l'étoile jaune. Il y a effectivement une volonté. Très claire. Il y a une volonté de faire une référence. Elle me semble pas très opportune. Mais alors, franchement, réduire une mobilisation, une manifestation à ça, je trouve que sur le plan de l'information, c'est pas sérieux, pas déontologique. Sur le plan politique, c'est un peu misérable. Non, moi, je suis pas du tout d'accord avec Patrick, sauf sur un point, qui est effectivement la dénonciation du racisme, en l'occurrence d'un racisme anti-musulman, qui aurait pu tout à fait être légitime, notamment après l'attentat. Qui aurait pu ou qu'il Bayonne. Attendez, je termine. S'il y avait eu une manifestation... Non, je précise alors plutôt, effectivement, je clarifie ce que je veux dire. S'il y avait eu une manifestation clairement dénonçant clairement et uniquement, j'allais dire, le climat qu'on peut ressentir légitimement comme anti-musulman, suscité peut-être vraisemblablement par l'extrême droite, même si elle s'inscrit un faux, et l'extrême droite disant que c'est plutôt l'islamisme et l'islamisme radical qu'elle stigmatise. Bon, en tout cas, notamment après l'attentat de Bayonne, contre la mosquée de Bayonne, une manifestation contre le racisme et contre des éléments anti-musulmans en France pouvait tout à fait avoir droit de cité, si je puis dire. Sauf que celle-ci était perturbée, polluée dès le début, parce que l'islamophobie, sans faire de sémantique, en tout cas, s'il n'y avait que ça, je ne dis pas, mais en tout cas, le terme islamophobie porte effectivement à confusion. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas critiquer l'islam parce qu'une religion, et donc ne pas faire, par exemple, de caricature de Mahomet, avec tout ce que cela veut dire en termes de terrorisme et de ce qui s'est passé en France? Là, c'était compliqué. Lorsqu'on veut se cacher derrière son petit doigt et ignorer ce que c'est que le CCIF, qui était une organisation communautariste très près des frères musulmans, dans l'organisation même de cette manifestation, c'était quand même quelque chose qui portait préjudice à la lutte même contre le racisme et contre, encore une fois, des mouvements très forts anti-musulmans. Ça, c'est une chose. Donc, on ne peut pas faire l'amalgame. Et d'ailleurs, saluons la droite et saluons aussi le Parti socialiste qui n'y ont pas participé explicitement, alors que d'autres partis de gauche, certains dans la cacophonie avec comme les Europe Écologie Les Verts, non, et d'autres. Alors c'est vrai que la France Insoumise, certains ont pris leur distance, mais le mouvement en tant que tel avec Jean-Luc Mélenchon y est allé. Et ensuite, lorsqu'on a vu ce qui s'était passé, que vous le vouliez ou non, avec des Allah Akbar crié, exprimé, proclamé par certains, et puis cette en scène, ces insignes, pardon, jouant volontairement sur l'amalgame entre la Shoah et puis ce qui se passe comme étant la condition des musulmans aujourd'hui en France, qui n'a, qu'on le veuille ou non, rien de comparable avec les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je trouve que là, ça pollue totalement, et ça ne porte... Je termine. Et je trouve que ça porte préjudice. Ça porte préjudice à ce qui aurait pu être véritablement quelque chose, une lutte, une politique, une manifestation, une mobilisation contre ce qui est certainement fondé, un esprit, des propos, des actes anti-musulmans. Moi, au contraire de ma consoeur du Parisien, je ne saluerai pas la droite pour ne pas y avoir manifesté. Elle porte une grosse responsabilité dans la montée des stigmatisations contre les musulmans en France. Et d'ailleurs, on parle d'islamophobie comme tout d'un coup, moi c'est pas un mot que j'utilise, mais enfin, l'IFOP vient d'utiliser mercredi dans une étude qu'elle vient de publier le terme de musulmanophobie. Vous allez faire une grande différence? Non mais je vous dis, s'il n'y avait que ça... Alors donc, oui, non, mais ne choisissons pas les faux débats. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a massivement une stigmatisation? Est-ce qu'il y a des attentats qui ont concerné spécifiquement? Parce que quand même, là aussi, parmi nos confrères et nos consoeurs, combien ont utilisé le mot attentat sur la mosquée de Bayonne? On a parlé des faits commis à Bayonne. On a parlé de l'accident ou de l'attaque de Bayonne, et pas d'un attentat. Il n'y a pas de poids de mesure. Il y a aujourd'hui massivement des Français qui sont attachés à la République et qui sont victimes de discrimination. Quand on regarde l'étude de l'IFOP, on s'aperçoit que 42% des femmes qui portent un foulard, pas un voile,
qui portent un foulard ont été l'objet d'agressions racistes. Mais vous regarderez l'étude de l'IFOP. D'agression, elles se sentent exclues. Enfin, se sont senties attaquées. Ce sont des pourcentages qui se rapportent à ce que la communauté juive a pu vivre aussi. Donc ne faisons pas comme s'il n'y avait pas un vrai problème et comme si la question n'était pas de rassembler contre ces stigmatisations. Ça a été un moment, à mon avis, important qui a permis de rassembler un certain nombre de gens qui aujourd'hui se sentiraient repoussés dans les marges de la République. Et là, ils se sont retrouvés dans une manifestation qui portait le drapeau français. Là, c'est là où je ne vous rejoins pas. Sur l'analyse qui est la vôtre, on ne va pas rentrer dans une bataille de chiffres. Est-ce qu'il y a une poussée, une recrudescence d'actes véritables de violence contre les femmes, contre les femmes musulmanes voilées ou foulardées, comme vous voudrez, contre les mosquées, c'est pas la même etc. chose, hein. Vous savez qu'un foulard, je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas ces chiffres, je le reconnais. Mais je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a un esprit et certains actes, passage à l'acte, qu'il faut dénoncer contre les musulmans qui ne sont pas, et loin de là... mais regardez l'étude de l'IFOP, il y a eu une page dans l'Humanité. Je suis d'accord avec vous, et je l'ai dit dès mes propos liminaires, que se manifester contre cet état d'esprit, contre cet état d'esprit politique au sens large du terme, il fallait le faire. Sauf que cette manifestation porte plus préjudice à la cause musulmane et à la lutte contre le racisme et contre l'islamophobie, si vous voulez, qu'elle ne la sert. Malheureusement, je le regrette. Il y a eu très peu de gens qui ont porté ce badge. Ça a été l'occasion de faire monter une mayonnaise pour mettre en cause cette manifestation de la part de gens qui se caractérisent. C'est bien le CCIF qui est à l'origine de cette manifestation. Non. Vous aurez regardé le nombre de gens qui étaient derrière la banderole du CCIF et derrière les autres banderoles, et vous aurez vu que c'était pas le CCIF qui faisait le gros défi. C'est très étonnant que le Parti communiste, que le Parti communiste, qui a toujours eu une élite extrêmement laïque et qui n'a jamais voulu justement épouser certaines thèses des insoumis, se soit rallié, si je puis dire, à cette manifestation. Quelle est la ligne de Jean Jaurès à laquelle on pourrait Jean Jaurès, attendez. C'est la loi de 1905. C'est la loi de 1905. Alors allez-y, sauf si vous n'êtes pas d'accord. Votre citation de Jean Jaurès. Sauf si vous n'êtes pas d'accord avec la loi de 1905, lui précisément a fait de sa bataille pour la loi de 1905 une bataille pour le droit de croire et de ne pas croire, bien sûr. de porter les signes de sa religion ou de ne pas en porter. Et moi, je n'ai aucun goût particulier pour le foulard, je n'en ai pas non plus pour la kippa et pas non plus pour les cornettes des bonnes sœurs. Il reste que si elles veulent le porter, si elles veulent le souhaiter, c'est leur droit et je me battrai pour que les uns et les autres aient le droit de les porter. Les hommes et les femmes politiques ou les citoyens qui ne se sont pas du tout ralliés à cette manifestation ne sont pas tous contre ce que vous dites. Pas tous, mais et notamment vous voudrez bien reconnaître au sein des Républicains ou même au sein de la Macronie, on n'en est pas tous à dire. Regardez le niveau du débat sur le voile. Regardez le débat sur le voile. Non, là, vous bottez en touche. Cette manifestation, justement. Quelles sont les forces politiques qui ont proposé que des mères d'élèves ne puissent pas emmener les enfants? Cette manifestation a été organisée par le CCIF qui, lui, dit tout le contraire et justement ostracise les femmes musulmanes qui ne portent pas le voile. Allez, on va enchaîner sur le deuxième thème. Au contraire, eux qui pourraient porter préjudice à la liberté de culte et à la liberté de penser. Je vous interromps. Deuxième thème de ce match. Vous allez voir, de toute façon, il y a une cohérence dans ce match qui va vous faire réagir également. C'est cette rencontre ce matin, place Beauvau, entre le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, Xavier Bertrand et Christophe Castaner. L'objet des discussions, cette fois, c'est l'interdiction des listes communautaristes. C'est ce que souhaite Bruno Retailleau. Il est en salle des conférences avec Fanny Conquis au Sénat. Bruno Retailleau, comment s'est passé votre entretien avec Christophe Castaner ce matin ? De façon républicaine. Bien évidemment, il y avait 3 ministres, Christophe Castaner, Laurent Nunez et puis Nicole Belloubet. Et j'étais avec Xavier Bertrand. Et le ministre avait invité un professeur d'université, Bernard Rougier. Et alors au sujet de cette proposition de loi que vous voulez déposer pour interdire les listes communautaires, que s'est-il dit lors de cet entretien ? Je pense qu'en réalité, il n'exclut pas la voie législative, même s'il la trouve compliquée, même s'il y a la tentation
de ce que j'appelle, moi, l'impossibilisme. Vous savez ce que c'est que l'impossibilisme? C'est qu'à chaque fois qu'un homme politique veut bouger, veut faire avancer les choses, on lui rétorque que finalement le droit ne le lui permet pas. J'ai connu ça pour la loi sur la burqa. On nous disait que c'était anticonstitutionnel. J'ai connu ça aussi pour le texte de Myriam El Khomri, lorsque juste après la crèche Babilou, elle avait fait rentrer dans son texte un article qui permet de donner des moyens pour des entreprises, dans le cadre de leur règlement intérieur, d'imposer la neutralité religieuse. Et on nous disait non, c'est pas possible. Dans les deux cas, le Conseil constitutionnel a validé. Donc c'est une affaire de volonté politique face à un islam radical, un islam politique, celui qui veut séparer les Français les uns des autres, celui qui veut imposer que la charia, la loi religieuse, se situe au-dessus de la loi républicaine. Je pense qu'il faut désormais rappeler les principes républicains. C'est l'objet de ma PPL, la proposition de loi. Il n'y aurait pas de difficulté constitutionnelle selon vous? Écoutez, j'ai pris soin, d'ailleurs l'ancien secrétaire général pendant 10 ans du Conseil constitutionnel fait une tribune très très intéressante dans un quotidien du matin. Et j'invite les uns et les autres à le lire. Je ne vois pas en quoi les 3 principes que je rappelle, de la laïcité, de la souveraineté nationale et de la démocratie, seraient anticonstitutionnels. Ils sont tirés précisément de la Constitution. Alors j'attends qu'on me démontre l'inverse. Mais comme d'habitude, ceux qui veulent rien faire, que rien ne bouge, vont dire non, c'est pas possible. Le parti de l'impossibilité, c'est sans doute le premier parti de France aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'on ne peut plus attendre. Il faut agir et je pense, comme Xavier Bertrand d'ailleurs, qu'il vaut mieux agir avant plutôt que d'agir après. Merci. Ce sera trop tard après. Bruno Retailleau d'avoir répondu à mes questions sur Public Sénat. Merci beaucoup Fanny. Patrick Appelmüller, ça vous fait bondir d'entendre ça? Non, ça ne me fait pas bondir, c'était assez attendu. Je trouve que 3 ministres, président de groupe sénatorial, un spécialiste de la Constitution, réunis pour 29 000 voix qui ont été réunies sur les listes communautaristes, c'est vouloir donner beaucoup d'écho à un phénomène qui, pour l'instant, est très circonscrit. Donc on voudrait que ces listes progressent pour en faire un programme, pour en faire un problème, pour en faire un débat en France. On ne ferait pas autrement. Aujourd'hui, il existe dans la loi ce qui permet à toute liste qui s'en prendrait à d'autres communautés, par le racisme, par l'antisémitisme, toute communauté qui prétendrait s'échapper du cadre de la République, de les invalider. Donc il s'agit d'en rajouter pour faire du spectaculaire, et je crois que ça correspond très bien à l'alignement progressif de la droite sénatoriale, mais pas seulement, de la droite sur des thèses du Front National. C'est aussi une grande complaisance du gouvernement actuellement à toutes ces thèses, et il enfourche régulièrement derrière la droite des thèses qui ne permettent pas de rassembler, de faire vivre ensemble, mais au contraire qui poussent à la division entre les Français. Jenny Calimi. Moi, je ne m'engagerai pas sur la République En Marche, à qui on reproche une chose et son contraire, parce qu'on reproche aussi... Je ne reproche pas le contraire, hein. J'en vois pas. Pas vous, d'autres, beaucoup de laxisme sur le terme de la laïcité, sur le fait que Emmanuel Macron, sur le voile dans l'espace public, ait dit « ce n'est pas mon affaire ». Donc, bon, je ne vais pas m'engager là-dessus. Sur la proposition de loi de Bruno Retailleau, je suis un peu, effectivement, perplexe, au-delà peut-être de l'instrumentalisation. Je ne vais pas m'engager non plus sur ce terrain, mais Bruno Retailleau a mis sur les fonds baptismaux ce que moi j'appelle un néologisme, je l'ignorais jusqu'à présent, l'impossibilisme. Oui, je vous confirme, je connaissais pas. C'est joli, moi j'aime beaucoup. Moi je ne suis pas contre l'évolution des mots quand ils veulent dire quelque chose. Et il en donne la définition. Il dit c'est quand on lui répond que la loi ne le permet pas. Mais moi là je vous rejoins Patrick, je pense qu'au contraire, entre guillemets, le problème, c'est pas un problème, c'est que la Constitution et les lois prévoient déjà d'empêcher et d'interdire des partis qui se présentent à des élections, qui ont, non pas dans leur nom, d'ailleurs Bruno Retailleau dans sa PPL ne dit pas qu'il faut interdire les partis qui auraient le nom ou le qualificatif de musulmans, de juifs, de chrétiens, il n'en est pas question. En revanche, la loi et la Constitution ne s'adresseraient pas à déjà toute la nation. Que dans des propos... Il y a un parti démocrate chrétien. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est s'ils violent les lois de la République. Et ça, c'est à travers, pardonnez-moi, c'est prévu dans la Constitution et dans certaines lois, mais notamment dans la Constitution. Et il a raison, Bruno Retailleau, qui dit peut-être une chose et son contraire en même temps. Mais enfin, ça, je ne me permettrai pas de critiquer à ce point Bruno Retailleau. Dans la Constitution, il est prévu d'interdire, encore une fois, des partis se présentant à des élections qui ont, dans leur programme, dans leur proposition,
définition ou dans leurs meetings, enfin dans les propos que les élus potentiels tiennent, des propos qui cliveraient de par leur religion, de par leur ethnie. C'est aussi très compliqué par rapport au régionalisme, enfin, qui porteraient donc... oui, il y a un problème de définition quand même. Hein, voilà. Alors, voilà, ça existe déjà, mais là où ça devient compliqué, c'est que, et là Bruno Retailleau dit qu'il vaut mieux le faire avant qu'après. Avant, si effectivement, encore une fois, dans un programme, c'est clairement indiqué, la loi permet déjà d'interdire, c'est après, c'est une fois que les gens sont élus, comment voulez-vous faire en sorte que d'empêcher, ça devient extrêmement compliqué, et c'est un peu ce que disent les élus qui peuvent avoir ce genre de questions, de problèmes, de dossiers dans leur circonscription, ça existe, puisqu'il y a quelques partis qui représentent presque rien. Mais c'est très compliqué de mettre en œuvre la loi. Ça, c'est vrai. Et de contrôler. Et elle resterait donc, de la même la façon difficile à contrôler. Parce que ça, avant ou après, le problème reste le même. Il n'y a que l'application de la loi quand un délit est commis. Le délit d'intention n'existe pas. Il peut y avoir des déclarations qui peuvent être condamnées, mais il n'y a pas de délit d'intention, évidemment. Donc, dans cette circonstance, je trouve que ce débat, avec la séquence de la manifestation, si on voulait pousser un certain nombre de gens dans les bras de ces partis communautaristes qui ne représentent aujourd'hui rien, mais qui ont des intentions souvent qui sont inspirées par l'islamisme politique, des gens qui peuvent se sentir rejetés ou exclus de la communauté républicaine pourraient trouver dans ces partis des porte-voix. Et je trouve que ça, c'est inquiétant. Et je pense que le jeu qui est fait est dangereux. Vous vous fondez sur qui Je me fonde sur les élections européennes, par exemple. 29 000 voix à l'échelle du pays, ça ne représente rien. Non, je suis d'accord, ils peuvent représenter... En revanche juste un mot, mais dans certaines villes, aux élections municipales, il y a eu des calculs extrêmement sordides. Les municipalités communistes, certaines en Seine-Saint-Denis, l'ont payé cher, puisqu'il y a eu des accords avec des groupes sur des bases communautaristes très clairement dans un certain nombre de villes. Mais ça joue sur la marge. Et leur donner aujourd'hui un retentissement, faire que ces formations qui n'ont pas été entendues jusqu'à présent, qui ne sont pas entendues, je trouve que c'est de leur faire de la pub. Non, moi je ne suis pas totalement d'accord. Si problème il y a, aussi local soit-il, dans le contexte que nous connaissons, et si vraiment il y a des prises en compte véritables de partis véritablement communautaristes, encore une fois, et c'est là où le problème se pose, on va pas revenir là-dessus. Moi, je ne suis pas pour dire il y a instrumentalisation et il y a des effets pervers qui feraient qu'on stigmatise. Non, s'il y a un vrai problème, que ces partis sont anticonstitutionnels, ils ont raison de le pointer du doigt. Ils ont raison de le pointer du doigt. Il y a une autre proposition, je ne sais pas, pardon si Bruno Retailleau l'a fait, mais je crois que Xavier Bertrand l'a fait, lui, de son côté, c'est de mettre sur le fronton, notamment des mairies, liberté, égalité, fraternité, laïcité. La laïcité est déjà reconnue, encore une fois, dans l'article 1 de la Constitution. Ça apporterait un élément un peu d'équivalence entre les quatre éléments, les quatre notions. Pourquoi pas voilà. Mais je ne suis pas totalement d'accord avec vous sur le fait qu'on instrumentalise si on met le doigt sur un problème qui est vrai. À partir du moment où il est vrai. Oui, Jannick, mais précisément, est-il vrai aujourd'hui? Que représente-t-il? Il représente 29 000 voix. Donc, en faire aujourd'hui une proposition de loi, organiser la réception par 3 ministres d'un président de groupe sénatorial uniquement sur ça, c'est trop, et c'est mettre l'accent là-dessus. On verra les conséquences. Oui. On verra les conséquences. Troisième thème de ce match, vous avez vu mes petits signes. Les 11 djihadistes renvoyés en France par la Turquie. Assez peu de réactions des autorités françaises à cette annonce. Au Quai d'Orsay, on rappelle simplement que ce retour n'est pas le premier, que c'est très encadré, et ce depuis 5 ans, depuis la signature de ce qu'on appelle le protocole Cazeneuve en 2014. Pas de réaction de l'exécutif, mais réaction à droite. Écoutez Nicolas Dupont-Aignan, qui était l'invité d'Oriane Mancini ce matin dans Bonjour chez vous sur Public Sénat. Erdogan est un homme qui menace l'Europe depuis des années. L'Europe se couche. L'Europe est munichoise, c'est la conséquence bien évidemment de la politique étrangère française et américaine dans cette région du monde. J'ai toujours pensé qu'on avait été faible avec la Turquie, eh bien on l'est encore et il nous renvoie la monnaie de notre pièce. Les mots sont forts, hein, Jannick Halimi. Les mots sont forts. Je vous avoue que j'ai eu du mal à suivre son raisonnement parce que vous l'avez coupé. L'Europe est munichoise et en fait, on ne fait que récolter ce qu'on a semé devant la Turquie qui nous renvoie les djihadistes. Bon, moi, encore une fois, là, je ne vais pas me lancer dans de la géostratégie. C'est vrai que l'Europe a été
faute de moyens, faute de porte-voix, a été effectivement extrêmement absente dans la France moins que d'autres. Dans ce conflit de façon générale et notamment à la suite de l'invasion de la Turquie dans cette zone nord de la Syrie détenue par les Kurdes. Là, effectivement, malgré quelques expressions, la France et l'Europe a été totalement absente. Ça, je suis d'accord. Maintenant, sur le retour des djihadistes... Pour rebondir sur ce que vous disiez, il me semble effectivement qu'à la suite justement du fait que la Turquie ait envahi le Kurdistan, qu'elle se retrouve avec les anciens prisonniers, les prisonniers syriens détenus par les Kurdes, ce soit les Turcs maintenant qui les aient sous leur contrôle. Le Christophe Castaner l'a dit, le gouvernement l'a dit et l'a répété, c'est cette fameuse convention Cazeneuve qui doit s'appliquer, qui s'est appliquée à l'Assemblée nationale. Monsieur Castaner, le ministre de l'Intérieur, a donné des chiffres avec la Turquie depuis que la convention existe sur 240 personnes et qu'il était prêt vis-à-vis des 11 personnes, puisqu'il s'agit de 11 personnes, au-delà des femmes et des enfants, à mettre en œuvre donc cette convention et donc d'accueillir et ensuite de faire un suivi policier et surtout judiciaire de ces terroristes. Voilà comment la France va gérer ça. Moi, ça me paraît audible. Moi, je crois que oui, la France a eu des indulgences coupables pour M. Erdogan, qui a quand même très largement protégé Daesh. C'est pas tout à fait pour rien que c'est quasiment à sa frontière qu'on a retrouvé le chef de Daesh récemment. Il y avait des protections très fortes pour des groupes islamistes proches ou membres de Daesh, donnés par la Turquie dans toute la zone nord de la Syrie. Donc c'est vrai qu'il y a une responsabilité. Je rappelle que M. Erdogan est un allié non seulement de M. Trump, mais de M. Macron au sein de l'OTAN. En état de mort cérébrale, d'après Emmanuel Macron. Oui, d'accord, mais enfin, le canard sans tête continue à marcher pour l'instant. Donc, pour ce qui concerne le retour des djihadistes, excusez-moi, mais la France en porte la responsabilité. Et si elle a un grand État, il faut bien qu'elle en assume aussi les conséquences. Moi, j'ai plutôt tendance à juger que l'attitude des autorités françaises, qui est de les accueillir et de les judiciariser, j'ai plutôt tendance à penser que c'est la bonne position et que la justice française est capable de traiter le problème. Et que il faudra y être très attentif, parce qu'un certain nombre de ces rapatriés sont extrêmement dangereux. Mais je crois que nous avons la capacité de faire face. Et en même temps, c'est un problème français. Ils sont partis de France. Ils ont constitué leur volonté terroriste en France. Et oui, donc enfin, on ne va pas tout de même rendre la France coupable. Mais personne ne dit ça. Ah bon, non, mais je sais pas, vous avez l'air de dire... Je dis qu'il y a une responsabilité que la France assume à l'égard de ses ressortissants. C'est quand même pas la société française qui a généré ce terrorisme. Ça, c'est un débat qui mériterait un peu plus de subtilité. J'avais l'impression d'entendre ça dans ce que vous disiez. Non, mais c'est un débat précisément qui mériterait plus de subtilité. Je ne l'ai pas dit. Soyons mais on vous posez la question quand même. On ne peut pas penser qu'il y a un fait. Et il nous reste 15 secondes. Alors ça va être compliqué de la France. La France a la responsabilité de ses ressortissants comme tous les autres pays. Voilà, et ça, judiciaire, parce qu'il y a eu cette convention Cazeneuve qui s'applique à la Turquie, les juges antiterroristes aussi estiment qu'il vaut mieux les rapatrier. Ça ne va pas être, me semble-t-il, une jurisprudence qui va être appliquée aux autres terroristes qui se trouvent en Syrie et en Irak, puisqu'ils estiment, la France estime que c'est aux autorités judiciaires des pays en question de les traiter judiciairement. Et on s'arrêtera là. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. La suite d'Allons plus loin, c'est notre grand débat. On va s'arrêter sur le travail qui se poursuit au Sénat, 1 mois et demi après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. La commission d'enquête auditionnait 3 personnes ce mardi, les anciennes ministres Delphine Batho et Corinne Lepage, mais aussi l'actuelle ministre de la Santé Agnès Buzyn. Que faut-il en retenir? Élément de réponse avec Samia Dechir. L'incendie de Lubrizol n'est pas le premier accident qu'ait connu l'usine de Rouen. En 2013, la fuite d'un gaz appelé mercaptan s'était déclarée sur le site. D'une ampleur bien moindre, l'incident avait tout de même donné lieu à un rapport comprenant des recommandations à prendre sur tous les sites Seveso, comme le développement de systèmes modernes pour informer la population et surtout la prise en compte des effets sanitaires à long terme pour la population. À l'époque, Delphine Batho était ministre de l'Environnement. C'est elle qui a demandé à être entendue aujourd'hui par la commission d'enquête du Sénat. Car elle constate que 7 ans plus tard, la plupart de ces recommandations n'ont pas été suivies. Contrairement à ce qu'a déclaré le président de la République à Rouen,
il y a bien une défaillance de l'État. Personne n'élude sciemment les conclusions de ce rapport, par exemple. Mais c'est la culture dominante de l'appareil d'État de les mettre de côté, de n'en reconnaître que des conclusions partielles, parce que l'enjeu n'est pas porté politiquement, parce que l'écologie n'est pas reconnue comme un enjeu régalien, comme une priorité de sécurité nationale. Un constat partagé sans surprise par Corinne Lepage, auditionnée peu après. L'ancienne ministre de l'Environnement dénonce un assouplissement constant de la réglementation des sites Seveso en France depuis les années 90. Les périmètres de sécurité et les contrôles imposés aux industriels ne sont à ses yeux plus suffisants pour protéger la population. Je n'arrive pas à comprendre, dans le cas de Lubrizol, je le dis très clairement, comment en juillet 2019 le préfet a pu dispenser Lubrizol d'une nouvelle évaluation environnementale, alors que le stockage des produits dangereux était augmenté dans des proportions très considérables, qu'arriver sur le site des isoconteneurs dont l'impact n'avait jamais été évalué, par-dessus le marché, près de 2000 tonnes de produits étaient stockés par Lubrizol chez Normandie Logistique sans aucun contrôle de personne. Avant 2018, toute augmentation des capacités sur un site Seveso seuil haut entraînait une évaluation environnementale obligatoire. Mais la loi a été assouplie, c'est désormais au préfet de décider au cas par cas si une telle étude d'impact est nécessaire. Allons plus loin dans le grand débat. Avec nous ce soir, Christine Bonfanti-Dossat. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénatrice LR du Lot-et-Garonne, rapporteure de la commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol. Jérôme Bignon, bienvenue à vous également. Bonsoir. Sénateur Les Indépendants de la Somme, membre de cette commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol. Sandra Regol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bienvenue à vous également. Et Thomas Leroux, historien des risques industriels, co-auteur de La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel. Merci à vous également d'être ici et merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Christine Bonfanti-Dossat, on vient d'entendre des extraits des auditions de Corinne Lepage et de Delphine Batho. Qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que vous avez le sentiment de commencer à avoir des réponses ou est-ce que vous avez même encore plus de questions qu'avant? Alors des questions, on en a, elles sont nombreuses. Mais après ces auditions ce matin, je pense que nos interrogations et notre angoisse aussi, que nous partageons avec la population, augmente chaque fois que nous avons des auditions comme ça. Corinne Lepage a été très claire dans ses explications. On sait qu'elle est donc avocat de l'association Respire. Elle nous a donné des éléments effectivement inquiétants. Elle se pose des questions aussi et ce sont des bonnes questions. Delphine Batho également, surtout lorsqu'elle dit que on a l'impression qu'il y a un véritable recul sur l'expertise et les contrôles du ministère du gouvernement. Et finalement, on se dit qu'in fine, cette politique des risques industriels est quand même assez inquiétante aujourd'hui. Alors Jérôme Bignon a commencé à parler dans son coin, on va vous donner la parole. Jérôme Bignon, qu'est-ce que vous en retenez de ces auditions? Effectivement, Corinne Lepage qui met en cause la baisse des budgets des organismes de contrôle, la réduction des normes environnementales et en gros c'est ce qu'on paye aujourd'hui. À bien des égards, je partage le point de vue de Corinne Lepage. Je trouve que ces deux femmes, Delphine Batho et Corinne Lepage, plus Madame Buzyn, qu'on a entendu également cet après-midi, ont donné une illustration du fort pouvoir des femmes pour prendre des positions fortes sur des sujets de ce type. C'était argumenté, intelligent, pas polémique. J'ai dit chapeau, toutes les trois. Moi, elles m'ont bluffé par la clarté, la technicité de leur défense. Alors, on n'est pas forcément d'accord avec tout. Sur le problème de l'autorité environnementale, vous posez la question. J'ai participé il y a quelque temps, j'avais été invité aux 10 ans de l'autorité environnementale. Et j'avais, par curiosité, lu un certain nombre d'avis de l'autorité environnementale et j'avais regardé si ces avis avaient été suivis. Et je me suis aperçu qu'on s'asseyait souvent sur les avis de l'autorité environnementale. Et je l'ai dit dans mon propos au président. Je lui ai dit que j'étais frappé de voir à quel point on faisait peu de cas d'avis donnés par des gens d'une immense qualité aussi, d'un genre différent, mais tous spécialistes,
je me demandais par moment à quoi ça servait. Le sujet que j'avais regardé de plus près, parce que c'est un sujet qui me concerne, c'est pas les sujets Seveso, ce sont les sujets liés aux zones humides. Enfin, le Seveso me concerne aussi. Mais je voyais qu'à chaque fois qu'on demandait à l'autorité environnementale son avis pour l'idée de maintenir une zone humide et d'éviter de la démolir, on disait oui, c'est intéressant, etc. Et on passait outre. Donc après, on s'étonne. Bon, ce qu'elles nous ont dit l'une et l'autre ce matin, tant Mme Bateau que Mme Lepage, qui ont exercé des fonctions ministérielles importantes sur ces sujets-là, c'est qu'on a l'impression qu'on dit beaucoup de choses, et je veux dire que c'est vrai pour tout le monde, donc j'ai pas l'impression d'attaquer qui que ce soit dans cette affaire-là. Ouais. C'est une constante de la vie politique française depuis quelques années, qu'on se dote d'instruments, de législation, et puis... finalement, voilà, elles ne servent pas à grand-chose. L'ordre public de l'État, sur la sécurité, sur le sujet n'est jamais remis en cause. L'ordre public environnemental a du mal à rentrer. Et je trouve qu'on fait une mauvaise application permanente de la charte de l'environnement. C'est dommage, on a voté cette charte et on a l'impression que c'était déclaratif, c'est pas normatif. Il y a ce point très précis. Si vous le permettez, le préfet s'est affranchi de l'avis de la commission environnementale lorsqu'il s'agit d'agrandir l'usine du Lubrizol. Alors, ce point très important a été effectivement évoqué. Agnès Buzyn en a évoqué un autre. Elle est notamment revenue sur le flottement qu'il y a pu y avoir au lendemain de l'incendie. Et voilà comment elle le justifie. Je voudrais qu'on écoute la ministre de la Santé qui était auditionnée également. Et je vous donne la parole ensuite, Sandra Rogol. J'ai envie de faire l'éloge de la complexité. De temps en temps, les situations sont très complexes. Oui, bien sûr. Et cet incendie est très complexe. Et donc dire à J1, on n'a pas trouvé d'hydrocarbures, mais la dioxine, on le saura à J8, parce que trouver de la dioxine, ça prend 8 jours en fait. Et donc ce sont des analyses qui prennent 8 jours. Eh bien, je comprends que ce ne soit pas simple pour la population d'entendre le risque est levé pour tel toxique, mais il persiste encore pour celui-là, et l'essuie, on ne sait pas encore, etc. En réalité, la transparence et justement la sincérité nuit à la simplicité. Ce serait peut-être plus simple de dire tout va bien. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Sandra Rogol. Oui, on est content d'entendre la ministre rappeler l'inquiétude de la population, mais ça ne change pas grand-chose pour l'inquiétude de cette population qui, par ailleurs, je le rappelle, est déjà habituée à vivre avec ce risque et cette épée de Damoclès permanente. Il n'y a pas que Lubrizol comme usine dangereuse à Rouen. Il y a une cumulation d'usines qui sont évidemment pas installées près des quartiers où les gens qui vivent le mieux sont installés, mais qui sont installées près de populations qui sont plus paupérisées, plus précaires. Et en fait, cette réalité-là, elle existe à travers toute la France, comme si quelque part, en fait, c'était pas très important que des gens pauvres vivent à côté d'un risque maximum. Et c'est gênant de voir tout ça de la part du gouvernement qui essaye un petit peu de rétropédaler parce que la veille ou l'avant-veille de l'accident de Lubrizol, de la catastrophe de Lubrizol, Édouard Philippe annonçait, en cohérence avec ce que les lobbies industriels demandent depuis fort longtemps, que pour moderniser les lois de l'industrie, pour permettre le développement industriel en France, eh bien on allait assouplir les règles d'élargissement des sites Seveso. Il y a plus d'1 millier de sites en France. Il y en a plus de 700 qui sont à très fort risque et beaucoup qui sont à proximité d'habitations. Je suis très heureuse que depuis, on n'ait plus entendu parler de ça. Mais cette soi-disant modernité tout le temps appliquée au détriment des populations, au détriment de la nature, au détriment du vivant, ce n'est plus possible. Alors je suis contente aussi que M. Mignon souligne le fait que rien ne soit... Mignon, pardon. Mignon. Que rien n'ait jamais été fait. Mais en fait, ça fait 40 ans que les écologistes, qu'ils soient politiques ou associatifs, crient dans le vide que si on ne met pas la question environnementale, c'est-à-dire si on ne prend pas la conscience des conséquences à moyen et à long terme des décisions politiques prises, il va arriver un moment où on va être dans l'impasse. On est dans cette impasse, que ce soit à Rouen avec Lubrizol ou que ce soit ailleurs en France, quand les gens ne peuvent plus avoir le droit de respirer un air sain. La loi ESSOC avait déjà minimisé toute la réglementation. On sait que depuis quelques années, les modalités sont beaucoup plus souples. Alors, on a un historien sur ce plateau qui va peut-être pouvoir nous éclairer. Thomas Leroux. Oui, je crois qu'on peut regarder ça d'un point de vue de court terme et de très long terme, parce que l'histoire permet d'éclairer l'événement en fait qui a eu lieu, qui est loin d'être exceptionnel en réalité, puisque
Il y a de très nombreux accidents industriels en France tous les ans. De cette ampleur, pas, peut-être. Non, d'accord, mais bon, AZF, c'était encore pire. Oui. Et puis, bon, voilà, et dans le monde, il y en a d'autres qui sont encore plus dramatiques. Donc, dans le court terme, effectivement, il était souligné un assouplissement des règles de régulation. Et ça, on le constate, en fait, que ce soit le régime déclaratif qui se généralise par rapport au système d'autorisation ou toutes les procédures d'assouplissement qui sont liées à la modernisation. Avec beaucoup de guillemets, modernisation. Oui, c'est le terme qui est employé en tout cas. Ça, c'est le court terme. On peut s'en inquiéter de cette évolution. Ensuite, il y a ce long terme de l'histoire de l'industrialisation qui est fait en fait d'une histoire d'une forme d'acceptation de l'industrie dans nos sociétés. Parce qu'aujourd'hui, on considère que l'industrie est plutôt bonne pour l'emploi, pour l'activité économique, etc. Mais c'est loin d'être un consensus qui a toujours eu lieu. En fait, en réalité, avant les débuts de l'industrialisation, le phénomène industriel était tout à fait questionnable. Et on parlait de 40 ans de prise de conscience des mouvements écologistes. Mais en fait, déjà au XVIIIe siècle, on trouve des voisins. Ce ne sont pas des partis écologistes comme de nos jours, mais on trouve des voisins, des groupes, des associations qui s'inquiètent et qui luttent contre des implantations industrielles parce que c'est jamais agréable de vivre à côté d'une usine dangereuse qui risque d'attenter à la santé publique ou même à la vie en cas d'explosion. Et en fait, il s'est passé un phénomène qui est capital, que l'on ne connaît pas forcément, mais qui est celui d'une nouvelle régulation qui s'est mise en place au début du XIXe siècle et qui est encore la nôtre, parce que Seveso est l'héritière de plusieurs décennies et donc de 2 siècles de réglementation qui, en France, s'est cristallisé autour d'une loi en 1810 qui a considéré que les établissements industriels étaient bons pour la société et qu'il fallait donc les mettre dans un maillage réglementaire propre à la fois à sécuriser leur existence et l'existence des voisins, mais aussi à assurer leur existence propre. Ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est-à-dire qu'avant 1810, une industrie considérée comme dangereuse, elle était très généralement fermée, interdite de fonctionner. Donc on ne s'embêtait pas avec des systèmes de seuil, de mesure, de niveau d'exposition qui mettent des mois et des années à être vérifiés avec des controverses, etc. Des produits qui étaient supposément dangereux, on interdisait la fabrication. Et le pacte social ou le contrat social qui était établi donnait une part à la santé publique et à l'environnement beaucoup plus forte que de nos jours. Donc en quelque sorte, la réglementation Seveso ou la loi sur les établissements classés telle qu'elle existe, elle est là pour assurer avant tout la survie des industries. Alors vous parliez du court terme et du long terme, il se pose aussi sur le plan sanitaire. Avant de poursuivre, je voudrais vous faire entendre les propos chocs d'une chercheuse, cette fois c'était jeudi dernier, toujours au Sénat. Elle s'appelle Annie Thébault-Moni. Et ce qui l'inquiète, elle, ce sont les conséquences pour la santé, mais à long terme. On l'écoute. Il y a une usine chimique qui brûle. Restez chez vous. Fermez vos commerces, ne sortez pas et on va faire des analyses de ce que ce nuage a transporté. Et elle ajoute, les cancers, ce n'est pas dans 3 ans, ce n'est pas dans 5 ans, cela peut être dans 10, 20 ou 30 ans. Il vous a interpellé aussi ce témoignage ? Oui, tout à fait. Il faut considérer que nous sommes dans une situation particulière. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec AZF. AZF, il y a eu des morts, des milliers de blessés, des bâtiments détruits. Là, nous sommes dans une situation où, fort heureusement, il n'y a eu aucun mort, aucun blessé. Et à part Lubrizol et Normandie Logistique, rien d'autre n'a brûlé parce que les pompiers ont été d'une efficacité redoutable. En revanche, ce qui est important, c'est le jour d'après. Et le jour d'après, on y est. Et le témoignage de cette dame que nous venons d'entendre est effectivement inquiétant. Pourquoi ? Alors, contrairement à ce que dit la ministre tout à l'heure, la ministre dit, voilà, nous avons fait des expertises, nous avons vérifié les principaux toxiques. On a vu qu'il n'y en avait pas de digoxine. Oui, elle explique que ça prend du temps. Ça prend du temps, mais que les principaux toxiques, on sait aujourd'hui qu'il n'y en a pas. Est-ce pour autant de dire qu'il n'y aura pas des produits plus dangereux dans l'avenir ? Elle ne peut pas l'affirmer. Donc aujourd'hui, on s'est basé sur l'analyse de l'eau, sur l'analyse de plusieurs produits qui nous font dire aujourd'hui qu'effectivement, il n'y a pas de dangerosité. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'a donné la combustion des 3000 molécules qui ont brûlé ensemble. Et les experts disent que... Alors, je suis pas expert. Je dis simplement je lis simplement ce qu'ils disent. Ils disent qu'il n'existe aucun modèle, aucune simulation numérique qui décrit un tel mélange réactionnel.
Ça m'inquiète aussi. Donc, je comprends que la ministre, elle soit là aussi pour dire on a fait ce qu'il fallait. Et je le crois. On a fait ce qu'on a pu. Hein. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui va se passer sur après. Le très long terme. Sur le très long terme. Ouais, et c'est la raison pour laquelle on nous disait qu'il fallait un suivi important, à l'instar de celui qui a été mis en place après l'effondrement des tours à New York, mais également à Tchernobyl. Donc, et que ce suivi doit durer longtemps et qu'il doit être aussi psychologique, car on ne tient pas compte assez du côté psychologique des choses. C'est la raison même de l'inquiétude importante, réelle, palpable des habitants sur place, c'est que quand on sait que les risques potentiels sont à une vingtaine d'années, on ne sait pas quels seront les gouvernements en place à ce moment-là, quelles seront les mesures pour accompagner. Et quand on voit comment le gouvernement actuel résorbe petit à petit tout ce qui faisait le tissu mutuel, on va dire, hérité de l'après-guerre, je pense notamment à tout ce qui est assurance chômage, retraite, etc. Et comment vont mal nos systèmes de santé à l'heure actuelle, je comprends trop bien pourquoi la population à Lubrizol, autour de Lubrizol, est extrêmement inquiète. Jérôme Bignon ? Moi, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, parce que je trouve qu'on l'a évacué assez rapidement. Dites-nous. C'est le fait que si la réglementation existante était appliquée, on n'aurait pas eu Lubrizol. Lubrizol s'est passé parce qu'il y a des patrons... ils prennent leurs responsabilités. J'espère qu'un jour, ils auront à en répondre de façon tout à fait légitime, démocratiquement. Mais j'espère qu'un jour, on nous expliquera pourquoi la réglementation qui existe et qui doit être appliquée ne l'a pas été. Pourquoi ils sont incapables de donner la liste des marchandises qui étaient stockées dans l'usine d'à côté, quelles étaient leurs conventions avec l'usine d'à côté, pourquoi ils n'ont pas fourni encore à ce jour la liste de toutes les molécules qui étaient sur le site, pourquoi leurs contrats de sous-traitance sont d'une telle faiblesse que les sous-traitants sont incapables de remplir les missions qu'on leur confie. Et vous pourriez rajouter aussi le fait que ce n'est pas la première fois, c'est 2 accidents en 6 ou 7 ans. Et c'est là où la force publique a failli, c'est qu'il y a déjà eu un accident on va dire moins grave, mais plus ou moins, 2014. Que la seule amende a été de quoi, 5 000 euros, 10 000 euros, et que depuis rien n'a été fait, et les nouvelles autorisations d'élargissement, et je vous laisse finir, ont été données par des préfets et non par des personnes qui sont habilitées à évaluer. Il y a 2 responsables. Il y a l'État, on crée des réglementations. Alors après, on peut dire qu'elles sont idiotes, insuffisantes, etc. Mais enfin, elles existent. Dès lors qu'elles existent, la revendication minimum que je formule, c'est qu'elles soient appliquées et qu'on vérifie qu'elles soient appliquées. Or, en l'occurrence, si la réglementation avait été appliquée, il est probable que cet accident n'aurait pas eu lieu dans les circonstances dans lesquelles il a eu lieu. Il y a trop de matériel stocké, on ne sait pas ce que c'est. Comment voulez-vous que les réactions soient de bonne qualité au moment où ça se produit? Il y a un vrai problème. Ce qui m'inquiète, c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a d'autres sites Seveso en France, et qu'est-ce qui nous dit que la perte de compétences des sous-traitants, la perte de compétences d'un certain nombre d'industriels, voyons le problème d'une autre façon, décalons notre regard sur Flamanville, c'est pas très loin de Rouen, où on voit que la sous-traitance ne s'est plus soudée comme on soudait il y a 20 ans, et on s'aperçoit que ça nous met dans une situation de dangerosité et de surcoût. Il y a des réglementations qui existent. Delphine Batho a parlé de fautes graves de l'État, vous iriez jusque-là? Elle a dit pas de tel ou tel gouvernement, mais de l'État. L'État a une responsabilité forte parce qu'il crée des réglementations. Ces réglementations, elles doivent être appliquées, elles doivent être surveillées, elles doivent être... Alors, dans l'État, évidemment, on vise toujours le chef en disant c'est lui qui est responsable de tout, mais il y a des sous-chefs, il y a des directions, il y a des services qui sont organisés. Je suis sidéré, à chaque fois que ces pépins arrivent, qu'on tombe du cocotier en disant mais non, mais on ne comprend pas comment ça a pu se produire, etc. On a l'impression que tout est bien organisé. Ça pourrait se reproduire et on se redira la même chose. Je pense que ça se reproduira d'ailleurs. C'est malheureusement ce qui se passe à travers le temps. C'est qu'à chaque fois, on fait des petites améliorations, mais on ne met pas la question environnementale. On ne traite pas le problème. Oui, à ce sujet, sur l'application du droit et de la réglementation, en fait, les historiens se rendent compte qu'en fait, la réglementation n'est jamais appliquée. En fait, même quand il n'y a pas d'accident, les industriels, ils ont leur propre rythme de fabrication. Et quand on regarde les archives, on est assez frappé de voir à quel point, en fait, les autorités sont sans cesse en train de se battre vis-à-vis des industriels, mais qui n'ont pas les moyens, en fait. Mais alors, à cause de quoi? Parce qu'il y a le rythme de production, il y a la complexité des produits
produits, à la nature. Le manque d'agents d'État qui viennent surveiller aussi? Il y a un problème de moyens? Alors ça peut être un problème de moyens, mais c'est aussi la logique du développement économique qui fait que l'activité économique en elle-même n'est pas sur le rythme de l'administration. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, par rapport au nuage qui s'est répandu et aux effets sanitaires dont on parlait, en fait, ces produits, c'est vrai qu'ils ils se sont disséminés de façon assez concentrée dans une région, Rouen et le nord de la France. Mais en fait, ces produits se seraient disséminés ailleurs s'il n'y avait pas eu cet accident, parce que c'était une usine de fabrication de lubrifiants et de produits pour l'industrie automobile. Et en réalité, si ça n'avait pas explosé, ces produits auraient été revendus à l'industrie et se seraient propagés un peu partout. L'OMS, qui n'est pas l'organisation la plus virulente en termes d'écologie, considère quand même qu'il y a 50 000 morts par an prématurés en France dans les villes du fait de la mauvaise qualité de l'air et 9 millions de morts par an à l'échelle mondiale. Donc, alors, ce sont des calculs qui sont liés aux différents contaminants qui sont déversés par l'industrie automobile, notamment. Et là, ce sont des produits tout à fait similaires. Donc, on sait que ces produits sont dangereux, on sait qu'ils ne tuent pas sur le coup, mais on sait qu'ils sont dangereux pour la santé et qu'ils vont provoquer des maladies. Et c'est en fait le bien fondé même de l'industrie automobile qu'il faudrait poser à travers cet accident. Parce qu'on peut déplacer le curseur de la réglementation dans un sens ou dans un autre. L'assouplissement, c'est le cas de ces dernières années. On pourrait le renforcer. Sans doute que ça donnerait plus de sécurité à ce type d'installation. Mais on ne résoudrait pas le problème de fond qui est celui d'une pollution chronique généralisée par ce type d'industrie qui existe et qu'on a fini par accepter. Sandra Regol, et après on part en salle des conférences. C'est vraiment le cœur du problème. C'est-à-dire que la seule chose qui n'est pas évoquée dans la réponse à la catastrophe de Lubrizol, qui effectivement n'est pas la plus grave forcément qu'il y ait eu en France, ou la plus catastrophique, mais c'est celle qui arrive au moment où la population française conscientise l'urgence climatique et les oppressions liées aux pollutions. Et en fait, la seule question qui n'est jamais posée, c'est celle de l'autorisation de la simple présence des produits toxiques sur notre territoire. Je ne parle même pas à proximité des habitations, je parle sur notre territoire. Et rien n'est envisagé là-dessus. Pendant les élections européennes, on avait proposé, parmi le traité environnemental qu'on portait, de supprimer complètement tous les produits toxiques en instaurant ce qu'on appelle une minimisation des expositions aux produits toxiques, une sobriété d'exposition, pardon, parce que la nature contient aussi des produits toxiques, on ne va pas se mentir, mais on ne va pas en nature, en forêt, aller cueillir des champignons vénéneux pour le simple plaisir de les manger. Là, aujourd'hui, quand vous induisez de la crème sur le visage pour vous hydrater, eh bien, vous intégrez aussi des produits hautement dangereux pour votre santé. On ne peut pas continuer à avancer. Vous avez raison, vous avez sûrement raison sur le fond. Le problème, c'est qu'on est dans une période de très très forte mutation et que cette mutation, on ne l'a pas engagée au rythme auquel il faudrait l'engager. On ne peut pas brutalement dire on supprime la voiture. On vit dans un univers qui est très compliqué. On voit bien les évolutions. On n'est pas tout seul sur la Terre. Nos voisins, nos concurrents, les produits dont on parle, on ne peut pas dire du jour au lendemain on les supprime, c'est terminé parce que c'est malsain. Certains peuvent le faire parce qu'ils en ont les moyens. Mais la preuve, c'est qu'il y en a qui vivent juste à côté, ils aimeraient mieux vivre ailleurs si on leur proposait des logements ailleurs. On ne peut pas brutalement transformer tous les logements ailleurs. Enfin non, et je voudrais qu'il y a un problème de réalisme. Minutes pour aborder un dernier point. C'est le dernier incident en date qui pose aussi quelques inquiétudes et je vais vous faire réagir rapidement après. C'est le tremblement de terre de Montélimar et ses effets sur les centrales nucléaires du coin et notamment sur les sites de Cruas et du Tricastin. Plusieurs réacteurs ont été arrêtés par précaution, mais les centrales n'ont pas été mises à l'arrêt. Officiellement, il n'y a aucun risque. Je voudrais qu'on interroge sur ce point Mathieu Darnaud, le sénateur LR de l'Ardèche, qui est en salle des conférences avec Fanny Conqui. Mathieu Darnaud, après ce séisme qui a été ressenti dans votre département, étant donné la présence de centrales nucléaires, est-ce que vous avez l'impression que les mesures de précaution sont suffisantes? Est-ce que vous êtes personnellement inquiet? Écoutez, on est toujours inquiet quand on a ce type d'événements et des séismes. C'est ce qui nous appelle toujours à une vigilance accrue. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, l'État et notamment la préfecture de l'Ardèche a mis en œuvre tous les moyens pour qu'il y ait une surveillance qui s'opère aujourd'hui sur la centrale de Cruas, mais plus largement pour que l'ensemble des populations concernées reçoivent toutes les informations utiles pour éviter le cas échéant, une réplique sismique comme il peut s'en produire ou qu'il y ait des conséquences nouvelles suite à ce premier épisode, à ce premier séisme qui a touché l'Ardèche hier à 11h52.
On sait que le sud-est de la France est concerné par les activités sismiques. Il y a des centrales nucléaires. Est-ce que c'est pas un paradoxe? Est-ce que c'est pas un peu dangereux d'avoir cette présence forte de centrales nucléaires dans cette zone? Écoutez, aujourd'hui, je crois que tout est fait pour que la sécurité soit optimisée. Il y a une vigilance qui est, comme je le disais, tout à fait accrue, notamment au travers d'organismes comme la CLIGET qui suivent justement ces questions liées aux centrales nucléaires. De mémoire et par rapport à ce qu'ont pu dire les scientifiques, c'est plutôt le versant plus au sud de la vallée du Rhône qui est concerné traditionnellement par ce type d'événement. Pour autant, je crois que c'est des choses qu'il faut suivre avec attention parce que ça peut avoir une traduction effectivement et une incidence qui n'est pas neutre. Je crois qu'aujourd'hui, tout est fait en tout état de cause pour que maximum d'informations et de vigilance soient appelés des vœux. Parce que là, on sait que les normes qui étaient utilisées pour la construction de ces centrales prenaient en compte le risque sismique maximal répertorié dans l'histoire. Et là, on voit que le séisme d'hier a été supérieur aux normes moyennes enregistrées. Est-ce qu'il ne faut pas revoir les normes de sécurité de ces centrales? De toute façon, chaque événement apporte son lot de questionnements et je crois qu'il faudra être particulièrement vigilant à l'avenir pour tirer toutes les conclusions de ce type de séisme et justement par rapport à ce que vous disiez sur les questions nucléaires, notamment appeler à une vigilance accrue, c'est une évidence. Merci Mathieu Darnaud d'avoir répondu à mes questions sur Public Sénat. Merci. Merci beaucoup Fanny. Effectivement, c'est un incident qui est différent de celui dont on parlait, mais qui pose encore les mêmes questions de gestion de risque, de normes à revoir. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Bonfanti, de ça? Alors moi, nous nous sommes posé la question tout à l'heure d'évoquer le fait de créer, et pourquoi pas, un ministère de risque industriel nucléaire, parce que, d'abord avec un budget dédié, qui serait important, parce que le préfet, finalement, si on regarde bien l'action qu'il a menée, je trouve qu'il s'est senti quand même bien seul. Et donc d'avoir un ministère dédié nous semblerait intéressant. C'est une idée, Thomas Leroux? Il faut souligner que pour les centrales nucléaires qui ne sont pas classées Seveso, il existe un organisme indépendant, l'autorité de sûreté nucléaire, et que cet organisme indépendant n'existe pas pour les usines classées en fait. Donc ça pourrait être aussi une piste de réflexion qu'il y ait une forme de contrôle en fait d'une structure réellement environnementale du point de vue sur les risques industriels. Sauf que le gros problème qu'il y a sur ces centrales, c'est que d'une part elles sont beaucoup trop vieilles et que en elles-mêmes, juste par leur installation géographique, on est à proximité de la faille géologique de la vallée du Rhône. Pour ces centrales, on sait que ce risque existe. Eh bien, on continue à investir des milliards d'euros chaque année dans leur maintien, dans leur prolongement, parce que l'obsession française du nucléaire, qui ne répond qu'à un modèle ancien et dépassé, continue à être le seul moteur de notre développement. Cet argent, c'est celui de nos impôts. Il pourrait être investi aujourd'hui dans des énergies renouvelables pour qu'on puisse passer tranquillement à un autre modèle. Ces énergies renouvelables qui créeraient des emplois en France, près de là où on habite. Je ne vais pas vous refaire le coup des Gilets jaunes où on a eu une crise de ces gens qui sont assignés à résidence loin des lieux où ils travaillent et qui sont dépendants de la voiture parce qu'on n'a pas assez de transports en commun. Enfin, tout ça est lié. On reste obsédé par le soutien à cette filière d'EDF. Et au lieu de ça, on continue, à cause de ça, on continue à mettre les populations à proximité, en danger, et à leur faire croire que tout va bien. Là, il y a des risques. Un épisode sismique de ce calibre-là fait des dégâts tout de suite, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, qui va dérégler un peu les machines, qui fera que dans 1 an, ou dans 6 mois, ou dans 1 mois, il va y avoir un souci qui est lié. Mais là, on parle de nucléaire, l'immensité du risque. Donc on minimise, il nous reste une minute. Jérôme Bignon. J'aime bien l'idée qui a été évoquée à l'instant d'une autorité de sûreté qui soit de la qualité de l'autorité de sûreté nucléaire. Oui, ça évite de changer de modèle, c'est pratique. Non, mais vous revenez sur Terre un instant pour mesurer qu'il faut passer... Non, pas assez. Il faut passer d'un état à l'autre, il faut du temps. Non, moi je pense à l'avenir en fait, et j'en ai assez des gens qui ne font jamais rien avancer. Ça fait des années que vous êtes élu, vous n'avez jamais fait progresser la législation, vous êtes mal placé pour me donner des leçons dessus. Un instant, si je permets, je ne vous ai pas interrompu, et ayez la gentillesse de ne pas m'interrompre. L'autorité de sûreté nucléaire
remise dans une perspective industrielle. J'ai vu des débats entre les dirigeants d'EDF et le patron de l'autorité de sûreté nucléaire. Je vous jure que les gens de EDF, malgré leur qualité intellectuelle certainement très brillante, ils n'en venaient pas large par rapport au patron de l'autorité de sûreté nucléaire qui a montré une indépendance, un caractère, et il n'a pas cédé. Et sur la centrale de Flamanville, ils sont repartis pour 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. C'est peut-être idiot de le faire, mais en tout cas, ils vont dans cette direction-là et ils s'y tiennent en vérifiant jour après jour que c'est bon. Et on doit s'arrêter là. Merci infiniment. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. Demain, 7h30, bonjour chez vous. Vous avez rendez-vous comme tous les matins avec Oriane Mancini. Et l'invité de demain, l'invité politique, c'est Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Très bonne soirée sur Public Sénat.